Cette histoire s'intitule 10 ans dans la rue. Je m'appelle John. Je vis aux États-Unis. Ma vie a été empreinte de tourments qui ont profondément marqué mon destin. Dès mes premières années, j'ai été confronté à des épreuves déchirantes qui ont chamboulé mon existence. La perte de mon père, lorsque j'avais à peine 3 ans, a été un véritable ouragan émotionnel. Dans cette tourmente, ma mère, jeune et seule, a dû assumer le fardeau de prendre soin de moi et de répondre à nos besoins. Sa détermination sans faille et son amour inconditionnel ont été nos seules lueurs d'espoir dans cette sombre période. Pour combler le manque d'une présence masculine dans nos vies, elle a choisi de refaire sa vie en se remariant. À cette époque, j'étais innocent et je croyais sincèrement que mon beau-père était mon vrai père. Ses actes attentionnés et sa tendresse à mon égard m'ont fait croire que nous étions une véritable famille. J'étais attaché à lui avec confiance et affection, comme si nous étions liés par le sang. Cependant, les choses ont commencé à changer lorsque ma mère et mon beau-père ont eu d'autres enfants. La présence de mes demi-frères et demi-sœurs a fini par éclipser mon rôle de fils unique. Les moments privilégiés que je partageais autrefois avec mon beau-père sont devenus rares, comme si je n'étais plus important à ses yeux. J'ai tenté de dissimuler ma tristesse et de me convaincre que tout était normal. Mais au fond de moi, j'étais profondément chagriné. Au fil du temps, mon beau-père a manifesté de moins en moins d'affection à mon égard. Il s'est peu à peu éloigné de moi, me traitant avec une cruauté grandissante. La douleur de me sentir continuellement comparé à mes demi-frères et demi-sœurs m'a rongé le cœur. Un jour, mes parents étaient absents et j'ai été confronté à la lourde tâche de prendre soin de tous mes demi-frères et demi-sœurs, y compris la toute dernière, encore un bébé fragile. Ce jour-là, le destin a scellé mon sort, lorsque les enfants ont commencé à pleurer de faim, faisant résonner leur détresse à travers la maison. Épuisé, j'ai pris le bébé dans mes bras, ressentant son poids léger et sa vulnérabilité, avant de les déposer avec précaution dans le creux du canapé, pensant qu'ils seraient en sécurité. Je me suis hâté de leur préparer à manger, ignorant les signes annonciateurs du malheur à venir. Soudain, un cri déchirant a brisé le silence, m'envoyant un signal de terreur et de culpabilité. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine, alors que je me suis précipité vers le canapé, espérant que ce ne serait qu'un simple incident. Mais lorsque mes yeux ont rencontré la scène tragique, mes émotions se sont mêlées dans un tourbillon de chagrin. Le bébé avait chuté du canapé et souffrait de blessures graves. Sa douleur était palpable et je pouvais la ressentir dans mon âme, impuissant à la soulager. Les autres petits étaient là également, témoins de cette scène bouleversante, figés par la peur et la confusion. Je me suis efforcé de comprendre ce qui s'était passé, mes pensées tourbillonnant dans un mélange de remords et de questionnements. Peut-être avaient-ils bondi sur le canapé, cherchant l'attention qu'ils méritaient tous. Mais, en fin de compte, c'était ma faute, ma négligence. Pourquoi n'avais-je pas mis le bébé dans son berceau, l'éloignant de tout danger potentiel? Mon cœur se serrait douloureusement, tandis que je tenais le bébé dans mes bras, essayant de le réconforter autant que possible. Sa bosse enflait sous mes doigts, témoignage tangible de ma faute indélébile. Je donnerais tout pour remonter le temps et changer le cours des événements, pour effacer cette douleur insoutenable. Hélas, il était trop tard. Les conséquences de mes actes étaient irréversibles. La culpabilité me submergeait, mêlée à une profonde tristesse. Les émotions s'entremêlaient en un tourment intérieur, me rappelant cruellement ma responsabilité dans cette tragédie. Lorsque mes parents sont rentrés, j'ai tout expliqué, mais ma mère m'a réprimandé à juste titre et, dans une explosion de colère,
mon beau-père m'a violemment frappé à la tête. Je me disais, c'était ce que je méritais. Je n'avais aucune excuse. J'étais l'aîné des enfants, même si j'étais encore jeune et distrait. Depuis cet incident, la santé du bébé n'a cessé de se détériorer, ce qui a renforcé les accusations de mon beau-père à mon encontre. La tension à la maison ne faisait qu'augmenter. Les paroles blessantes et les mauvais traitements de mon beau-père me marquaient profondément. Je me sentais coupable, donc je supportais tout en silence. Dans un foyer rempli de haine, mon beau-père finit par me rejeter complètement. Je me sentais invisible, exclu des repas par mon beau-père quand ma mère travaillait. La tristesse m'envahissait lorsque je devais attendre qu'il soit endormi pour manger. Lorsque j'étais au lycée, approchant mes 17 ans, j'ai pensé qu'il était temps que je trouve un emploi d'été pour économiser un peu d'argent. J'avais le désir ardent de partir de chez moi une fois que j'aurais terminé mes études, afin d'échapper aux mauvais traitements et à la haine de mon beau-père. Grâce à l'aide d'un ami proche, n'ayant pas encore l'âge légal pour travailler, j'ai réussi à décrocher un travail informel dans un magasin d'alimentation. Chaque jour, je rentrais chez moi épuisé, mais cela en valait la peine. J'ai travaillé pendant 2 mois et j'ai économisé $2000. Un jour sombre et tragique, ma petite sœur a succombé à sa santé fragile, laissant derrière elle une douleur insurmontable. Les larmes amères ont inondé mes yeux, noyant mon âme dans un océan de chagrin dévastateur. Pendant ce moment difficile, mon beau-père a choisi de me blâmer pour les destins cruels qui s'étaient abattus sur notre famille. La culpabilité m'a saisi, tel un étau implacable, m'enveloppant dans sa noirceur insidieuse. Les mots accusateurs ont transpercé mon cœur, déjà brisé, ajoutant une douleur supplémentaire à ma détresse. Pendant que ma mère était trop occupée à pleurer la perte de son enfant, mon beau-père a profité de l'occasion pour me chasser de la maison. Alors, ne supportant plus cette atmosphère toxique au sein de notre foyer, le lendemain matin, j'ai rassemblé mes maigres affaires et je suis parti à vélo, décidé à ne plus jamais revenir. Ainsi, j'ai laissé derrière moi les murs étouffants et les souvenirs douloureux, espérant trouver une lueur d'espoir dans le vaste monde qui s'étendait devant moi. Mais je me suis retrouvé confronté à une réalité déchirante, être sans abri, sans repère, sans savoir comment affronter cette épreuve dévastatrice et trouver un nouveau refuge pour me protéger des tourments du monde extérieur. Le cœur brisé de ma mère se déversait en larmes sur le chemin lorsque je ne rentrais plus à la maison. Elle partit à ma recherche, mêlant désespoir et espoir. Lorsqu'elle me trouva, je ressentis toute sa détresse. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas rentrer pour le moment, car je ne voulais pas aggraver sa profonde tristesse. Entre la mort de ma demi-sœur et la rancœur grandissante de mon beau-père à mon égard, je lui dis que je ne me sentais plus chez moi. Ma mère tenta désespérément de me retenir, ses pleurs coulant sans retenue, mais mon cœur rempli d'amertume et de culpabilité ne trouva pas la force de lui accorder un regard. J'ai choisi de fuir, abandonnant derrière moi un océan de douleur qui engloutissait tout. Après avoir cherché en vain un endroit où vivre, acculé, j'ai dû abandonner mon travail et mes études. Finalement, j'ai fini par rejoindre un gang pour survivre, voyant là ma seule alternative. Pendant 4 ans, j'ai fait face à de nombreuses difficultés au sein du gang, développant une résilience émotionnelle pour surmonter les adversités. Nous vendions des stupéfiants à nos clients réguliers du quartier, mais les sommes gagnées ne duraient que quelques jours. Un jour, une opportunité s'est présentée à nous sous la forme d'une commande gigantesque émanant d'un individu fortuné. L'excitation a immédiatement envahi nos cœurs, balayant tout doute. Sans hésitation, nous avons pris la décision de nous aventurer au-delà de notre territoire familier, laissant derrière nous notre routine pour nous rendre à San Francisco à la recherche de cette précieuse cargaison de stupéfiants. À notre retour, nous avons été submergés par un sentiment de satisfaction et d'euphorie. La transaction s'est déroulée sans accroc,
couronné des succès. Nous avons récolté une somme considérable, une véritable récompense pour notre audace et notre détermination. Dans l'exaltation du moment, nous avons pris la décision de célébrer cette réussite le soir même. La joie était palpable dans l'air, notre cœur léger et nos sourires illuminant nos visages. Nous nous sommes réunis, complices de nos accomplissements, prêts à nous perdre dans la fête, à oublier temporairement les risques et les doutes qui hantaient nos pas. Mais la soirée de célébration de notre triomphe a pris une tournure cauchemardesque lorsque les stridentes sirènes de police ont brisé l'harmonie ambiante. Dans la précipitation, nous avons dû fuir, abandonnant tout derrière nous, et je me suis retrouvé seul, livré à moi-même. J'ai réussi à emporter avec moi mes économies, une somme d'environ 15 000 $ accumulée au cours des 4 dernières années. Je les ai soigneusement dissimulées dans les multiples poches de mon pantalon. Errant dans les ruelles sombres, mes émotions étaient en ébullition, une combinaison dévastatrice de peur, d'angoisse et d'incertitude. La faim rangeait mon estomac, tandis que la fatigue engourdissait mes membres. À ce moment-là, j'ai pris une décision radicale. Il était impératif que je m'éloigne de cette ville qui avait été témoin de mes actes condamnables. J'ai rassemblé mes affaires avec hâte, tandis que l'anxiété et le doute s'emparaient de mon esprit tourmenté. Dans un mélange de peur et de détermination, je me suis engouffré dans un taxi en direction de la ville voisine, San Francisco, cherchant une échappatoire à mon existence oppressante. Le paysage défilant à travers la vitre était le reflet de mes pensées tourmentées. Les souvenirs des 4 dernières années au sein du gang se bousculaient dans mon esprit comme une sinistre mélodie. L'air frais qui pénétrait mes poumons était chargé d'une promesse de renouveau. Enfin, San Francisco est apparu à l'horizon, étincelant de possibilités nouvelles. J'ai inspiré profondément, savourant ce moment de liberté retrouvée, et j'ai pris la décision de laisser derrière moi cette existence de criminel. J'ai réalisé que pour rétablir l'équilibre et me redécouvrir, je devais repartir de zéro. Je me suis promis de construire une existence nouvelle, une existence qui méritait d'être vécue avec honnêteté et compassion. Hélas, je me suis retrouvé plongé dans l'univers impitoyable des sans-abri de la ville. Chaque jour était une lutte pour survivre, errant sans but précis, cherchant désespérément un abri de fortune pour la nuit. Les rues étaient devenues mon seul refuge, mon quotidien, baigné d'un sentiment de désespoir qui ne me quittait jamais. Les regards indifférents des passants détournaient souvent leur attention de ma détresse, ajoutant à ma solitude un sentiment d'invisibilité. J'étais ballotté par les vents de la vie, sans but précis, ni lueur d'espoir pour éclairer ma route incertaine. Un jour, j'ai croisé le chemin d'un vieux couple, Charlène et Samuel, qui, comme moi, étaient également privés de toit et de stabilité. Ils avaient trouvé refuge sous un pont, aux côtés d'autres âmes démunies. Leur chaleureux accueil m'a permis de me sentir enfin accepté, d'être entouré de personnes qui comprenaient les luttes auxquelles je faisais face au quotidien. Au fil des conversations partagées, nos récits de vie se sont entremêlés, créant des liens d'amitié indéfectibles. La vie de sans-abri était indéniablement dure, mais dans cette dure réalité, j'ai découvert que des personnes bienveillantes existaient, prêtes à tendre la main et à partager un peu de leur chaleur humaine. Chaque jour, nous parcourions la ville, fouillant les poubelles, les dépôts de récupération et les ruelles à la recherche de trésors cachés. Malgré les difficultés et les conditions précaires, il y avait une sorte de camaraderie et de solidarité parmi les sans-abri. Nous partagions nos repas, nos histoires et nos espoirs. Les personnes que j'ai rencontrées avaient toute une histoire unique et des circonstances différentes qui les avaient amenées à la rue. J'ai réalisé que la vie n'était pas toujours juste et que chacun d'entre nous avait ses propres luttes et défis à surmonter. J'ai écouté les histoires de mes compagnons et ai réalisé que leur vie était pour la plupart plus misérable
que la mienne encore, et que je devais arrêter de m'apitoyer sur mon sort. Un jour, Charlène et Samuel ont obtenu un logement social et m'ont demandé de vivre avec eux. Je suis alors devenu comme un fils pour eux. Pour les aider à payer le loyer, j'ai trouvé un emploi dans un restaurant chinois. Pendant plus d'1 an, j'ai occupé le poste de plongeur. Bien que ce travail ne soit pas gratifiant, c'était tout de même un emploi. Et à vrai dire, je n'avais pas de véritable but dans la vie. Chaque jour, je prenais le bus pour me rendre au travail, empruntant inlassablement le même itinéraire. Puis, un jour, alors que j'avais un peu de temps devant moi, une idée m'a traversé l'esprit. Et si je découvrais la ville en bus pour voir comment elle est réellement? J'ai passé tout l'après-midi à parcourir chaque recoin de cette ville, à contempler ses visages multiples. C'est alors que j'ai réalisé que cette ville était à l'image de l'homme, une face pauvre et une face riche. Jusqu'à présent, je n'avais connu que la face pauvre, et je pensais que cela représentait la seule réalité. Mais en observant les quartiers resplendissants de beauté, de propreté, emplis de sécurité, avec leurs innombrables magasins, restaurants, cinémas, leurs jardins magnifiques, j'ai ressenti une révélation profonde. Dans ces instants, j'ai pu voir des gens riants, heureux, débordant de vie. Et c'est là que j'ai enfin trouvé un but, réussir un jour à vivre du côté riche de cette ville. Je savais que je devais tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif, pour saisir les opportunités et créer ma propre voie vers cette réalité plus lumineuse. Alors que je réfléchissais, les souvenirs de mes économies de l'époque de la vente de stupéfiants me sont revenus en mémoire. Une somme que je n'avais jamais touchée et qui s'élevait à environ 15 000 $, sans compter les économies de mon salaire. Une certitude s'est imposée. Si je voulais réussir, j'avais besoin d'ouvrir un restaurant. J'ai alors fait la demande à mon chef, qui était également le propriétaire du restaurant, de m'initier à l'art de la cuisine. Bien qu'il ait hésité au début, reconnaissant néanmoins mon potentiel, il a finalement accepté. Cependant, il n'a jamais pris la peine de m'apprendre à assaisonner les plats avec les différentes sauces. Les secrets de ces délicieuses concoctions étaient jalousement gardés par mon chef, et il assaisonnait toujours les plats en mon absence. Cette situation suscitait en moi un mélange d'admiration pour les talents de mon chef et de frustration face à mon incapacité à maîtriser tous les aspects de la cuisine. Après tout, le goût des plats est l'un des éléments essentiels qui déterminent la réputation d'un restaurant. Un jour, je lui ai demandé ouvertement de m'apprendre à utiliser les différentes sauces pour assaisonner les plats. Sa réponse a été un refus catégorique. Pourtant, dans ce refus, il laissa entrevoir une opportunité en plaisantant sur le fait qu'il serait d'accord si je pouvais aligner 15 000 $, pensant que je n'avais pas les fonds nécessaires. Sans hésitation, d'une voix déterminée, je lui ai répondu « D'accord, marché conclu ». Cette réponse l'a laissé perplexe, mais voyant ma volonté sincère d'apprendre, il a finalement accepté. Je lui ai remis les 15 000 $, lui expliquant qu'il devait tout me transmettre, car je connaissais le goût de chacun de ses plats. Acculé, il n'avait d'autre choix que de livrer tous ses secrets. J'étais prêt à tout pour réaliser mon rêve et devenir un maître de la cuisine. Au fil des jours, mon chef a commencé à partager avec moi les secrets de ses sauces, révélant les nuances délicates qui élevaient ses plats à un niveau supérieur. J'ai consacré des années de travail acharné dans ce restaurant chinois, cherchant sans relâche à perfectionner l'art subtil des sauces. Au fil du temps, mes efforts ont porté leurs fruits. J'ai réussi à créer des sauces exquises, équilibrées et savoureuses qui ont su captiver les papilles des clients. Pendant que je m'efforçais de perfectionner mon art, j'ai également mis de côté chaque centime gagné, économisant patiemment en vue de réaliser mon rêve, ouvrir mon propre restaurant. Je savais que je devais commencer modestement, alors j'ai décidé de me lancer dans la création d'un restaurant de plats à emporter. Après avoir ouvert mon restaurant, j'ai dû prendre un nouveau logement, plus près de mon restaurant. J'ai demandé à Charlène et à Samuel de venir habiter avec moi,
Mais ils préféraient rester dans le logement qu'ils avaient eu tant de mal à obtenir. De plus, le loyer était vraiment très bas. Au fil du temps, ils ont commencé à faire face à de sérieux problèmes de santé. Leur fragilité grandissante était visible et cela m'a profondément attristé. J'ai tout fait en mon pouvoir pour les soutenir, accompagnant Charlène lors de ses examens médicaux et faisant de mon mieux pour soulager leurs souffrances. Mais au fur et à mesure que je prenais soin d'elle, j'ai commencé à ressentir un besoin grandissant de retrouver ma propre mère. Je me suis rendu compte que ma mère devait elle aussi être âgée, peut-être aussi fragile que Charlène, et peut-être qu'elle avait également besoin de mon aide. Tout ce temps, je n'avais pensé qu'à ma propre douleur, ignorant celle de ma mère. En tant que mère, elle a dû endurer des souffrances inimaginables, la perte de mon père biologique, la perte de sa fille, ma demi-sœur, et ensuite ma propre disparition soudaine. Cette prise de conscience m'a envahi d'une multitude d'émotions. La culpabilité m'a rongé, car j'ai réalisé que j'avais négligé la souffrance de ma mère tout en cherchant à guérir la mienne. La tristesse s'est emparée de moi, en comprenant que ma mère avait traversé les épreuves douloureuses dans le silence, portant le fardeau de nos vies troublées sur ses épaules. L'empathie s'est élevée en moi, tandis que je m'imaginais ses inquiétudes. J'ai compris que je devais retrouver ma mère, être là pour elle dans les moments difficiles et lui apporter le réconfort dont elle avait besoin. Je savais que je ne pouvais plus laisser son fardeau peser sur elle seule. Il était temps pour moi de lui rendre cette attention et de lui montrer combien je tenais à elle. J'ai donc pris une semaine pour la retrouver et lorsque je l'ai vue, j'ai été frappé par l'évidence de son vieillissement. Les émotions m'ont submergé alors qu'elle fondait en larmes en me revoyant sain et sauf. Elle m'a confié que la perte de ma demi-sœur l'avait profondément affectée, la plongeant dans un état de désolation où elle ne percevait plus ni les sons ni les images autour d'elle. Elle s'est excusée de ne pas avoir pu résoudre les problèmes avec mon beau-père, de ne pas m'avoir protégé du monde hostile qui nous entourait. Ces mots m'ont touché en plein cœur. Je lui ai rapidement assuré que je ne lui en voulais pas et que je comprenais à présent la douleur qui la consumait. Je lui dis que je l'aimais toujours et que c'est grâce à elle que j'avais la vie. Jamais je ne l'abandonnerai. Mes paroles étaient empreintes d'amour et de réconfort, cherchant à apaiser les remords qui l'accablaient. Je voulais qu'elle sache que malgré les épreuves que nous avions traversées, notre lien était indestructible. Nos retrouvailles ont été empreintes d'une profonde tendresse et d'une compréhension mutuelle. Nous avons échangé des mots d'affection et de réconciliation, en laissant derrière nous les regrets du passé. Mes demi-frères et demi-sœurs avaient bien grandi. La plupart étaient encore à l'école, mais les plus âgés ne poursuivaient plus leurs études, n'avaient pas de travail et erraient sans but. Leur désarroi me touchait profondément. Alors je leur ai offert la possibilité de venir vivre avec moi et de travailler dans mon restaurant pour gagner leur vie. Je voulais les soutenir et leur donner une chance de se reconstruire. Cependant, malgré mes réussites dans la vie, mon beau-père était toujours présent. Les années avaient laissé leur empreinte sur lui, mais sa haine envers moi n'avait pas faibli. Même s'il pouvait voir que j'avais surmonté les obstacles qui auraient pu me condamner à la délinquance, à la vie de sans-abri ou à la drogue, il refusait toujours de me parler. Mais cela ne m'importait peu. Ce qui comptait pour moi, c'était le bien-être de ma mère et de mes demi-frères et demi-sœurs. Mon beau-père était un étranger dans ma vie, un spectateur indifférent. Je ne cherchais plus son approbation ou sa reconnaissance. Mon bonheur résidait dans le soutien et l'amour que je pouvais offrir à ma famille choisie. Leur bien-être était ma priorité absolue et je mettais tout en œuvre pour les aider à trouver leur place dans ce nouveau chapitre de nos vies. De retour dans mon restaurant, j'ai pu façonner une vie meilleure pour moi-même. Pendant les vacances, certains de mes demi-frères et demi-sœurs venaient m'aider à travailler, cherchant un changement d'horizon. À travers ce moment partagé, nous avons appris à nous connaître et à nous aimer comme des véritables frères et sœurs. Je ne voulais pas qu'ils connaissent les épreuves que j'avais traversées. Je voulais leur offrir un environnement différent, empreint de soutien et d'affection, où nous pouvions grandir ensemble et construire de nouveaux souvenirs. J'ai entretenu
des liens étroits avec Charlène et Samuel, leur emmenant mes plats de restaurant, leur donnant de l'argent ou surveillant leur santé. J'ai continué à soutenir ceux qui se trouvaient dans la même situation que j'avais connue autrefois. Chaque année, à l'approche de Noël, je me lance dans une tournée pour distribuer de la nourriture aux sans-abri, avec lesquels j'ai partagé une partie de leur existence difficile. C'est lors de ces rencontres que je ressens pleinement leur douleur, leur désespoir. Cependant, je m'efforce de leur donner de l'espoir, de les encourager et de les aider à trouver un moyen de s'en sortir. De temps en temps, ceux qui sont véritablement déterminés à échapper à la vie de sans-abri viennent travailler dans mon restaurant pendant un certain temps. C'est à travers cette expérience qu'ils trouvent une lueur d'espoir et une opportunité de se reconstruire. Les voir prendre leur envol et retrouver un certain équilibre dans leur vie me remplit d'une immense satisfaction et me rappelle pourquoi j'ai choisi de consacrer ma vie à aider les autres. Ces 10 années d'errance m'ont appris une multitude de leçons qui ont profondément façonné ma vision du monde et ma façon d'aborder les autres. Tout d'abord, j'ai réalisé que personne ne devait être jugé uniquement par sa situation actuelle, car chacun peut avoir une histoire complexe et des luttes invisibles. J'ai appris à ne pas préjuger des gens et à toujours offrir mon soutien et ma compassion, car on ne sait jamais à quel point une petite aide peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. J'ai compris que le bonheur réside dans la générosité et le partage. Chaque fois que je tendais la main pour aider quelqu'un, je ressentais une profonde satisfaction et un sentiment d'accomplissement. J'ai appris que le véritable succès ne se mesure pas seulement dans les biens matériels, mais aussi par notre capacité à faire une différence positive dans la vie des autres. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur les réalités de notre société, m'a rendu plus empathique et m'a encouragé à consacrer ma vie à aider les autres. Elle m'a enseigné des leçons inestimables sur la dignité humaine, la compassion et la persévérance. Je suis reconnaissant d'avoir traversé cette expérience, car elle m'a transformé en une personne plus consciente et engagée vers le bien des autres.